O-News Radio sur outremernews.fr. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Et les parents d'élèves de l'école de Daubin à Petit-Bourg montent au créneau. Ces derniers dénoncent les manques d'eau récurrents dans l'établissement qui ne peuvent être palliés par la citerne vieillissante et qui ne dispose pas d'une capacité suffisante pour plus de 200 enfants. Et voilà donc quelques jours que la communauté scolaire est en proie à des odeurs nauséabondes. Une nouvelle transmise aux parents par les enfants eux-mêmes et non la direction qui n'a pas jugé utile visiblement de les prévenir. De gros problèmes d'hygiène et c'est sans compter l'épidémie de staphylocoque en cours, le manque de matériel ou encore l'organisation de pauses dans la cage d'escalier. Regardez. Ça fait maintenant plusieurs jours que les toilettes ne sont pas alimentées en eau. Donc les enfants se rendent aux toilettes sur toute la journée sans pouvoir tirer de chasse, sans pouvoir se laver les mains. Il y a un manque d'hygiène considérable. Cette information ne l'a pas eu de la part de la direction, elle l'a eu de la part des enfants. Donc ce sont les enfants qui nous ont appris qu'ils ne pouvaient pas se rendre aux toilettes. Quand on en a fait part à la direction et au personnel, donc ils nous ont fait savoir que les enfants seraient quand même reçus parce que les sanitaires auraient été nettoyé par la municipalité de manière sommaire, ce qui a été fait effectivement, mais le retour des professeurs n'a pas été super puisqu'on nous a quand même confirmé que les toilettes sentaient, étaient nauséabondes et qu'il n'était pas normal en fait que les enfants et que le personnel soient reçus dans ces conditions-là. On demande que cette situation soit réglée, ainsi que l'ensemble des autres situations qui concernent l'école. Par exemple, il y a une école de maternelle qui a été ouverte depuis plus d'1 an et ils n'ont toujours pas le matériel nécessaire au fonctionnement d'une école maternelle. Alors que le bon de commande a été passé l'année dernière, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec le bon de commande, mais pour l'instant, le matériel n'est toujours pas là. Il y a aussi des problématiques au niveau du périscolaire, puisqu'il faut savoir que les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, vous allez me dire, c'est normal, il y a des règles à respecter, mais de là à être parqué dans une cage d'escalier à rien faire pendant toute la pause méridienne, voilà. Là, on vient d'apprendre en plus qu'il y a une épidémie de staphylocoque dans l'école. Donc normalement, dans ce cas-là, les parents sont informés grâce à un petit mot. Et moi, j'ai été en contact avec l'adjointe de la DAZEN, donc au rectorat, qui m'a confirmé que les toilettes ont été nettoyées au Karcher et que des citernes ont été installées. Sauf qu'il s'agit toujours de la même citerne installée depuis 4 ans, qui n'alimente toujours pas suffisamment les toilettes en eau, donc toujours pas assez de pression pour tirer la chasse. On a 2 WC pour plus de 200 élèves et donc le nettoyage au Karcher sans détergent, on ne peut pas dire que c'est du nettoyage en fait, surtout dans les sanitaires. Moi, ce que j'aimerais en tant que parent, c'est que le protocole sanitaire soit respecté, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'eau du tout dans les sanitaires, que les enfants ne peuvent pas se laver les mains, ne peuvent pas tirer la chasse, dans la logique des choses, l'école devrait fermer. Et il devrait y avoir un suivi pédagogique à la maison, comme ça a été le cas durant le Covid. Il y a vraiment très peu de temps, nous avons eu le conseil d'école et je n'ai pas eu ces informations. Nous étions en présence de la DGS. Nous avons participé à ce conseil d'école pour justement rebondir sur les difficultés, les besoins supplémentaires. Donc aujourd'hui, quand j'entends tout ce que les parents me disent, je ne comprends pas. Et en parlant de difficultés d'approvisionnement en eau potable, un petit point bref rapidement sur la situation actuelle au SMGEAG. Vous savez qu'ils sont en cessation de paiement. Et donc l'actuel président Ferdi Louisi a annoncé effectivement aux salariés qu'il avait fait le nécessaire pour débloquer les fonds pour le paiement des salaires de novembre. Mais en contrepartie, effectivement, il demande à tout le monde de se mettre au boulot.
Et pour le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, nos territoires doivent être à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour rappel, sur les territoires ultramarins, il y a eu déjà 13 homicides de femmes cette année. Et il appelle donc à mieux détecter les signaux et améliorer l'accompagnement de ces victimes qui vivent ces violences physiques, psychologiques et économiques. Alors pour plus de résultats, le parquet de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel de Basse-Terre, la police et la gendarmerie travaillent de concert avec les associations et autres intervenants sociaux pour effectivement coordonner les actions pour une meilleure prise en charge. Regardez. La Guadeloupe, comme d'autres territoires, est confrontée à ce fléau sociétal que sont les violences faites aux femmes. Et depuis de nombreuses années, j'agis pour, sur le plan judiciaire, travailler sur la prévention, mais aussi sur la répression des violences faites aux femmes. Et je tiens à préciser que les violences faites aux femmes, ce ne sont pas que les violences physiques et sexuelles. Ce sont aussi les violences économiques, ce sont aussi les violences psychologiques, ce sont les violences qui sont commises, bien entendu, au sein du couple, mais parfois aussi dans le cadre du travail, dans le milieu associatif ou sportif. Donc les femmes sont véritablement confrontées à de nombreuses formes de violences. Tout doucement, on arrive à briser la loi du silence. Donc les choses bougent en Guadeloupe et c'est très bien. Ce soir, la justice a voulu, je pense, nous faire la démonstration qu'il n'y a pas de secret, qu'il y a de la visibilité, qu'il y a de la transparence sur ce qui se fait et sur cet accompagnement qui est bien réel et concret. Et c'est tellement vrai que je vais vous donner juste un petit aperçu. Monsieur le procureur général, il a bien sûr introduit avec les chefs de cour et tout de suite, il a dit que la parole est donnée à ces professionnels qui travaillent en poste de gendarmerie et qui nous font aujourd'hui, ce soir, un exposé de cet accompagnement. Bilan positif avec vraiment la présence facilitée du travailleur social que je suis au sein des commissariats et gendarmeries. Alors c'est un progrès parce que c'est pas évident comme ça, c'est un peu, j'allais dire, un petit peu contre nature que les travailleurs sociaux se retrouvent au sein des commissariats et des gendarmeries, et on peut penser que ça va rebuter aussi les personnes victimes, les usagers à se présenter et à s'adresser, et au contraire, certaines personnes justement qui auraient du mal passer par le biais d'un travailleur social, être mise en confiance, être prise en charge, quelquefois accompagnée plusieurs mois avant de pouvoir et d'être capable de déposer plainte, c'est, j'allais dire, quelque chose de précieux. Et voilà, donc en fait, notre intervention a été améliorée parce que notamment au sein des gendarmeries, ils ont une fiche de saisine et lors des interventions, systématiquement, en fait, dans leur trame d'intervention, ils proposent aux victimes de rencontrer l'intervenante sociale en commissariat ou en gendarmerie. Ce qu'on attend de ce type d'action, c'est de créer de la dynamique, de créer de la synergie. Bien entendu que les professionnels sont motivés, mais il faut aussi qu'on fasse passer le message au grand public, et c'est le but de ce genre de rencontres et puis des entretiens avec vous. Il faut que monsieur tout le monde, tout d'abord monsieur tout le monde, sache qu'il n'est pas normal que sa mère, sa sœur soit frappée par d'autres, qu'il n'a pas le droit non plus lui de les frapper. Donc il y a vraiment un aspect culturel et il faut qu'on fasse passer ces messages. La violence faite aux femmes doit cesser. Et afin de sensibiliser le public au diabète, l'association AKD Sikesik a fait une halte à Marie-Galante, une escale pour dépister et conseiller sur cette maladie qui a une très forte prévalence sur notre territoire. Regardez. Alors la venue de l'association AKD Sikesik à Marie-Galante était attendue déjà depuis plusieurs mois, puisque c'est un projet que nous avions avec l'équipe municipale de Grandbourg qui a enfin été réalisé. Le docteur Hetzel, qui est maire à Grandbourg, fait aussi de l'éducation thérapeutique sur le diabète, et nous avons constaté qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient du diabète à Marie-Galante, puisque moi aussi je consulte à l'hôpital Sainte-Marie de Marie-Galante, et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de complications du diabète. Donc l'idée c'était de venir au contact de la population pour leur expliquer les facteurs de risque du diabète, pour leur expliquer la maladie, c'est quoi le diabète et comment on peut faire pour l'éviter. Et quand on a un diabète, comment on fait pour éviter les complications aiguës et les complications chroniques. Donc nous avons la chance au niveau de l'association AKD Sikesik d'avoir des infirmières, des podologues, sages-femmes qui ont pu faire passer des messages de prévention. Les patients diabétiques diagnostiqués ne connaissent pas les dispositifs de pompe à insuline. Donc c'était important pour nous de venir et de présenter du coup les différentes pompes que nous avons à notre disposition. Surtout que ça permet un confort de vie
pour les patients atteints de diabète qui sont déjà sous traitement sous insuline au stylo, puisque la pompe à insuline permet vraiment d'avoir la mise en place de cathéters qui vont diffuser l'insuline, mais là, on ne sera pas sur une injection quotidienne, on sera sur une injection pour 3 jours. Donc, vraiment, ça permet réellement un confort de vie. Donc, c'était pour nous important de présenter ces dispositifs-là. Alors, l'objectif pour moi, c'était de par ma petite notoriété, d'essayer de ramener un petit peu plus de monde sur la manifestation. Mon regard sur la manifestation, c'est une très bonne initiative, puisqu'on sait très bien qu'en Guadeloupe, il y a de plus en plus de cas de diabète, de par notre alimentation, aussi la génétique. Donc il est vraiment important qu'on puisse prendre conscience de ça, qu'on puisse se faire dépister au plus tôt, puisque plus c'est pris tôt, mieux c'est soigné, plus c'est stabilisé, plus on se porte bien, on vit une petite vie normale, selon ce qu'on m'a dit, parce que j'ai la chance, moi, de ne pas l'être. Mais j'ai des oncles et tantes qui le sont, ma grand-mère l'était, j'ai des amis tout autour de moi qui sont diabétiques, et donc c'était tout naturel que je sois là. Et je suis très fière de voir qu'il y a du monde qui sont venus. Ça fait plaisir. Il faut chercher à savoir comment, parce qu'il y a ceux qui sont venus qui ne savent pas qu'ils sont malades. Moi, je suis suivi par un médecin, mais il y a ceux qui ne vont pas. Ils ont peur des docteurs. Alors, il fallait ça à Marie-Galante. Un sujet de Brigitte Zabarel et Charlie Dagonia. Et l'aéroport Paul Caraïbe Maryse Condé et la préfecture ont organisé un exercice départemental de sécurité civile. L'objectif, évaluer la réactivité des équipes en cas d'incident aérien en vue d'affiner les plans de secours. Plus de 150 agents ont ainsi pris part au scénario d'urgence avec une difficulté majeure, à savoir le désamorçage d'un engin piégé. Le reste en images. Il s'agit d'un exercice important puisque nous sommes dans un cadre réglementaire qui s'impose à nous en tant que gestionnaire d'aéroport, puisque la législation européenne prévoit que tous les 2 ans, nous soyons en mesure d'évaluer notre capacité à répondre à des incidents aériens, donc du type accident d'avion. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc c'est pour nous d'abord une nécessité, puisqu'il faut qu'on puisse évaluer la réactivité de nos équipes, éprouver nos plans, parce qu'on a un certain nombre de plans de secours qui sont rédigés, et ça nous permet de les éprouver et à l'issue de tirer les améliorations et de les mettre à jour. 150 personnes qui sont mobilisées, des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, et l'important pendant cet exercice, c'est de voir comment on réagit avec un ensemble de données qui nous parviennent progressivement, c'est-à-dire d'abord un vol qui atterrit difficilement, ensuite une alerte à la bombe dans le vol, et après la réaction des services par rapport à ces différents faits, ces situations, pour mettre à l'abri les passagers, prendre en considération ceux qui seraient éventuellement blessés, comment on coordonne avec les familles qui pourraient nous appeler, et puis comment on interviendrait en toute sécurité par rapport au jeu de l'exercice, en l'occurrence là, qui était une difficulté supplémentaire avec un bagage qui aurait été piégé, qu'on a désamorcé avec l'aide du déminage. Un sujet signé Maxime Morel. La Riviera du Levant, elle organise des forums blabla pro-tourisme sur les 4 communes de son territoire, des rencontres autour des questions environnementales particulièrement mises en avant par les autorités. Avoir un label comme le tourisme durable peut permettre d'attirer une clientèle de plus en plus exigeante et soucieuse de son empreinte carbone. Alors l'Interco tient à ce que tous les acteurs soient mis à jour. Regardez. Cette journée, c'est une journée sur le développement durable parce que, comme vous le savez, les changements climatiques, les changements économiques vont nous amener à prendre de grandes décisions. Et l'anticipation pour notre territoire, qui est le premier territoire touristique des îles de Guadeloupe, est une priorité. Mais nous ne pouvons pas anticiper sans les socioprofessionnels. Donc nous devons aujourd'hui de les sensibiliser, de leur donner les moyens, les outils. Et nous devons de nous préparer, puisque notre objectif, en tout cas à la CARL, c'est de devenir un territoire d'excellence. Et pour ça, il faut se préparer, il faut que les professionnels soient attentifs, soient donc informés. Et c'est aussi le sens de cette rencontre aujourd'hui, que nous puissions ensemble se préparer à accueillir la clientèle qui est de plus en plus exigeante. Et nous devons donc aujourd'hui d'être prêts. C'est important cette adaptation, parce que les clients, aujourd'hui, quand ils vont sur les sites de réservation, qui voient 3 ou 4 hébergements, ils vont d'abord regarder un hébergement qui a fait une démarche de tourisme durable, qui a un label ou
voilà, qui a cette démarche déjà de tourisme durable, parce que la société est en mutation et que tous, on a de plus en plus conscience qu'il faut qu'on change un peu nos habitudes. La Guadeloupe est bonne élève, mais nous notre objectif, c'est de continuer. On parle de montée en gamme et plus que jamais, nous devons donc travailler cette montée en gamme des hébergements, mais finalement pas que. Tous les acteurs économiques qui tournent autour de ce secteur d'activité qui est le tourisme doivent se mettre donc à la page, comme on dit, et doivent donc monter en gamme pour pouvoir accueillir de façon exemplaire cette clientèle que nous voulons et également cette clientèle que nous souhaitons à l'international. Et notez que l'ex-ministre des Outre-mer Yves Jégo est le parrain de la campagne du spiritourisme de la Riviera du Levant qui sera lancée ce soir à 19h. Et le 26 novembre 2014, le Gros Cas faisait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une entrée décriée à l'époque, mais plutôt acceptée au fil du temps. Au lycée Félix Proto, on a d'ailleurs célébré ses 10 ans d'anniversaire avec la compagnie Patoré. Le reste en images. Patini moyen tiré en nous. Pour nous, il s'est guetté, qui se soutient même. Grâce à messieurs, c'est en nous. Si j'avais autant misère qui nous-mêmes, Patini moyen tiré en nous. Pour nous, c'est qui se soutient même. Pour moi, c'est très important parce que le Goka fait partie de notre culture. Sans le Goka, un Guadeloupéen n'est pas Guadeloupéen. Et j'estime que c'est important pour les élèves de ce lycée et même pour la Guadeloupe de représenter, de mettre en valeur les 10 ans du Goka à l'entrée de l'UNESCO. Là, nous avons glorieux Goka. Sous l'impulsion de l'association, la compagnie Patoré, nous décidé de faire une petite manifestation pour montrer ces élèves-là que Goka c'est qui tient en nous et marquer ces 10 ans de l'entrée du Goka à l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Nous mettre ça en place, mais c'est vraiment montrer que la culture, c'est nous. Elle fait partie intégrante de notre société, il y en dit dans nous. Donc, pourquoi ne pas assembler l'école, la culture, puisqu'au final, c'est tous les jours, c'est en vie en nous, et c'est nous, Guadeloupéens, c'est habité en nous. Alors, il faut nous mettre, inclure en l'école là aussi. Et pour parler de la célébration de ces 10 ans d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, nous recevons Michel Mado, maire adjoint à la ville de Bémao et élu à la commission culture. Bonsoir Monsieur Mado. Bonsoir. Nous parlerons dans un deuxième temps effectivement d'une autre manifestation organisée par la ville, à savoir le week-end canin et félin. Et à cet effet, nous recevons Monsieur Gourdine. Bonsoir Monsieur Gourdine. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, on va aller sur effectivement ce gros cas qui est célébré depuis 10 ans, enfin son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO est célébrée depuis 10 ans. Alors, Monsieur Mado, on se rappelle qu'il y avait des petites polémiques il y a une dizaine d'années sur son inscription. Est-ce que maintenant c'est pacifié et tout le monde est plus ou moins content de cette inscription? Je dis là, ça va faire songer, c'est qu'on le macte. Là, il dit qu'on fait le macte, toujours ni les pour et les contre, mais en réalité, je dis là, il a quand même quoi faire veille. Et la démarche, je pense, pour l'inscription du Goka au patrimoine immatériel, culturel immatériel, doit être la même.
Alors, s'il y a une chose à signifier, alors il y a des oppositions peut-être sur le pourquoi, la motivation, mais tout ce qui va dans l'intérêt de la musique guadeloupéenne, de la culture guadeloupéenne, pour moi, a du sens et en tous les cas, doit être encouragé. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, après 10 ans, la question ne doit plus être est-ce qu'on doit ou pas, et déjà faite. Maintenant, c'est comment profiter de cette inscription, comment nous-mêmes, Guadeloupéens, valoriser ce qui est nôtre, c'est-à-dire ce patrimoine, ce Goka qui nous caractérise, et je pense qu'aujourd'hui, à travers cette opération Glorier Goka, on est dans la bonne direction, et c'est même quelque chose, j'ai envie de dire, que nous devons et que nous allons faire de manière régulière, soit sous forme de biennale ou en tous les cas tous les ans, pourquoi pas, parce que le Goka le mérite de la même manière que le Zouk le mérite aussi, la Biguine et le Quadrille aussi. Tout ce qui touche à notre patrimoine doit être valorisé et développé avec pédagogie. C'est une très belle expérience avec Glorier Goka, et moi j'ai dépassé, en passant le monde aussi, j'ai dépassé la question de l'inscription à l'UNESCO. Je dis là, nous, Glorier Goka, ce sont les 10 ans de cette inscription, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, quoi. Alors, on avait effectivement un festival de Goka qui était l'événement central autour effectivement de ce patrimoine. Est-ce qu'on peut dire que le Glorier Goka s'inscrit dans une succession d'événements d'envergure qui seront organisés justement tout au long de l'année? Clairement, et il faut signaler que le conseil départemental est déjà partenaire avec le festival de Goka qui se déroule à Sainte-Anne en juillet. Mais je dis là, faut passer en ponctuation, comme Yoka dit, et au contraire, ça veut dire quelque chose où tout le monde allait, nous, quand il y a dansé l'école là, nous, accompagner les académies, l'école à danse, l'école à tambour aussi, pour travailler au sens et développer aussi une sorte de filière autour du cas, légitimer la filière autour du cas. C'est ça le gros enjeu. Mais c'est jouable. C'est jouable aujourd'hui parce que là, on voit le nombre de petits monde qui a dans l'école à tambour, nombre de petits monde qui a fait des spectacles en fin d'année, qui a dansé, qui sait à Carrémon, qui sait à Mario Coco, ou bien les autres aussi. Il y a l'autre école qui a fait Goka. Mais je pense qu'on touche du doigt quelque chose de beau et de sacré, qui est naturellement cette protection, cette valorisation de ce qu'on est et de ce qu'on a. Donc aujourd'hui, comment sacraliser les choses, avoir l'accompagnement des institutions, mais je pense que le vrai challenge est là pour exporter le Goka, cette fois-ci aidé de la décision politique. Alors, il y a donc ce Glorier Goka qui a démarré fort avec, en gros, les roses. En gros, les roses et les roses naturelles. Et ça t'est belle, Sainte-Rose. Et c'est pour la symbolique, commencer ces 10 jours à Sainte-Rose, à Cité à Christine, à Cité à Delos, mais ça t'est important. Ça t'est important et on a commencé à la ramer avec une prestation aussi des maillolets. Et d'après moi, que ce soit le Goka ou toutes les autres musiques traditionnelles, à travers ces 10 jours, à travers ces célébrations, elles trouveront un intérêt, elles vont trouver un écho chez nos décideurs et chez nos acteurs aussi, et qui vont crédibiliser leur action. Alors, sur les 10 jours, il y a plusieurs actions qui sont sportives aussi. Soit au cas, il y a des bica paroles aussi, des espaces où la Semona qui peut bocanter, qui c'est assis inscription à l'UNESCO, mais c'est qui Jean Yoka va tamboula, Goka là aussi, qui Jean Yoka peut développer. Il y a des prestations, les scolaires étaient aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, donc sur les 10 jours, il y a une floraison d'activités autour du tambour, autour du Goka, autour de la culture Goka même, c'est-à-dire la danse, la pratique instrumentale. Et c'est vrai que 10 jours, c'est peu pour montrer toutes les facettes du Goka et toute l'industrie qu'on peut déceler et accompagner autour. Mais on touche du doigt quelque chose de formidable qui nous servira d'expérience pour les années à venir aussi. Et peut-être que ça découlera naturellement sur le fameux musée ou la maison du Goka en Guadeloupe aussi. Qui est attendu aussi. Oui, attendu, mais après nous qui avons en réflexion c'est ça, même gens qui l'UNESCO disent mais pourquoi ça pas fait là, pourquoi ça pas fait là, moun Sainte-Rose qui dit fait Sainte-Rose, moun Sainte-Anne qui dit fait Sainte-Anne, moins naturellement Bemao aussi qui dit fait Bemao. Donc voilà. Donc en tout cas on l'attend, mais il y a tout un programme donc pour ce Glorier Goka, notamment sur la ville de Bemao. Vous penchez notamment sur les scolaires, transmission. Oui, transmission obligée, et c'est ce qui rend la notion de patrimoine, elle n'existe, elle ne peut exister que s'il y a la transmission. Sinon, ça se perd et ça ne subsiste pas, ça ne résiste pas au temps. Et c'est après, c'est qu'on était archéologique, si on ne peut parler comme ça. Mais je dis là, ça vient. Alors, le pied de nez à l'histoire quelque part, et c'est là que ce sera intéressant. Demain, il y a un espace de parole à l'espace Gérard Loquel, à la salle Gérard Loquel. Si les 10 l'année à l'inscription à l'UNESCO à Gokala, mais Kaki fête.
Et quand nous avons fait, quand il fait après, et, donc à 19h, bon, on connaît l'engagement de l'homme Gérard Loquel, de l'artiste, le visionnaire, le précurseur, le créateur, le génie créateur. Donc pour moi, c'est un peu un clin d'œil à l'histoire et c'est intéressant de venir débattre sur l'avenir du Gros-Cas, qu'on soit pour ou contre cette inscription parce que c'est déjà passé, mais aujourd'hui venir dans cet espace de parole pour voir comment nous accompagnons le Gros-Cas, comment on peut transcender et le contexte et amener le Gros-Cas encore plus loin. Donc du Gros-Cas sur la ville de Bémao ce week-end, mais pas que, puisque nous avons également M. Gourdine, qui est directeur de la sécurité publique et civile à la ville de Bémao, qui organise d'ailleurs donc le week-end canin et félin. Donc vous êtes amateur de félin, plutôt, M. Gourdine. Les deux. Les deux canin et félin. Mais dans un premier temps, pourquoi avoir organisé ce week-end canin et félin En passion? Non, peut-être aussi, hein, mais c'est surtout pour combattre l'errance animale. Sur le territoire, nous avons un certain nombre d'animaux errants, notamment des chiens. Avant, c'était des chiens, mais aujourd'hui, maintenant, ce sont plus des chats qui nous posent problème. Moi, je dis même qu'on a des gangs de chats. Ah ben bien sûr, surtout dans les résidences collectives. Où nous avons, alors chaque année, nous capturons entre 100 chiens, voire 70 à 100 chats aussi. Donc nous, on veut combattre cette errance, et pour cela, il faut éduquer la population. Donc c'est le but de ce week-end. Nous le faisons d'ailleurs en partenariat avec notre prestataire, le domaine canin. Ce sont des spécialistes des animaux, hein, donc ils seront sur place avec d'autres aussi associations qui viendront pour animer cette journée autour des chats et des chiens. Donc, c'est pas spécialement sur l'amour des animaux, mais c'est surtout la sensibilisation autour du fait d'arrêter de les abandonner, parce que voilà, il y a ça, il y a aussi pour l'amour, parce qu'il y aura pas mal d'une organisation autour de tout cela, avec des jeux, des ateliers bien-être, enfin bref, des compétitions sportives aussi. Il y aura un canicross où on partira. Ça se déroulera ce week-end, le samedi 30 et le dimanche 1er décembre au complexe sportif Alex Edmi à Convenance. Donc tout ça, nous avons une partie rurale derrière où les gens pourront aller participer à cette compétition. C'est ouvert à tout le monde, hein, à toute la population. Les gens qui ont des chiens peuvent venir, les habitants de Bémao bien sûr, mais aussi nos voisins immédiats, voire les gens qui veulent participer à cette journée-là. Alors Jordan, j'ai une petite photo. Est-ce qu'il y aura des chats comme ça, par exemple? Ben, je pense bien. C'est si tout un chacun, les gens qui ont ces genres d'animaux peuvent les emmener et pour les présenter, parce qu'il y aura bien sûr, comme je dis, des ateliers de dessin, mais aussi de bien-être, de photographie. Il y aura un photographe pour qu'on puisse faire de belles photos avec nos animaux préférés. Très bien. Donc le rendez-vous est donné, ce sera samedi et dimanche au complexe sportif de Convenance. À partir de 8h à Convenance jusqu'à 17h. Et le lendemain, dimanche aussi. Pareil. Monsieur Mado, amateur d'animaux? Moi, franchement, j'ai pas de temps. C'est la musique. Donc, donc je pense qu'effectivement, un animal errant peut plus venir vers moi, mais moi-même, aller chercher un chien ou un chat. Non, ça qui est difficile de trouver le temps pour demander. D'autant plus que c'est un budget aussi. Bien sûr, mais c'est à prendre en considération, parce que beaucoup prennent des animaux, mais ne prennent pas ça en compte, et après se retrouvent mêlés. Et après, il y a toute une politique sanitaire autour de l'animal même, j'ai envie de dire, parce que si c'est pour un chat ou un chien, mais après, quand fait petit, justement, il y aura des animaux errants aussi. Donc, c'est vraiment... Et en même temps, j'étais curieux récemment, j'avais pris l'avion et j'avais entendu une hôtesse de l'air qui me disait qu'elle avait récupéré un chien créole, parce qu'apparemment les chiens créoles sont très à la mode en France actuellement. Apparemment, ils sont très dévalués ici, ils sont appréciés ailleurs. Ben, ils sont vendus cher là-bas, pour eux, sont espèces qui... Il y a des associations ici justement qui militent pour le chien créole. Qui récupèrent des chiens créoles et qui les envoient en métropole. Donc au lieu de les lâcher dans la nature, comme avant c'était le cas dans Jarry, il y a peut-être 10 ans en arrière, on ramassait 200-300 chiens errants par année. Mais on les voyait en circuler. Par année, mais maintenant, vous voyez, Jarry c'est propre. On ne voit plus, peut-être on peut avoir 2 ou 3 chiens comme ça, mais avant dans Jarry, c'était des meutes de chiens. C'est vrai. Et il y avait aussi des meutes de bœufs qui causaient des accidents. Et donc, souvent, le Guadeloupéen avait cette mauvaise manie d'aller lâcher sa bête dans la nature, Jarry, qui était à l'époque une zone comme ça, ou bien dans la nature. Et certains éleveurs en pâtissent, puisque ces animaux attaquent les caprins, les bovins. Et donc,
Voilà, on connaît un peu les histoires de certains éleveurs sur la Grande Terre. Exactement. Sur Bémao aussi, on a ce problème-là. Et lorsque la bête a pris ses us et coutumes, je dirais, dans la nature, il est difficile à capturer. Même si on met des pièges, la bête ne rentre pas dans les pièges. Donc des fois, il faut passer par un spécialiste avec un fusil hypodermique pour pouvoir les endormir et par la suite. Parce que tout ça, il faut qu'on respecte le code rural qui dit que ce sont les maires qui sont responsables de l'errance animale, ce n'est pas l'État, ce sont les maires. Sur chaque territoire, le maire doit avoir sa propre fourrière, ou bien conventionner avec un fourriériste. Nous, c'est le cas à Bémao, nous avons conventionné avec le domaine canin pour pouvoir ramasser nos animaux divagants. Ça va aussi pour les autres animaux, hein, les bœufs, les chevaux, les cochons, en divagation, oui, on peut faire appel à nous. Et nous intervenons avec la fourrière. Très bien. Autant vous devez intervenir, mais si on peut faire de la prévention pour éviter ce genre de situation. C'est plus une journée de prévention pour combattre cette errance animale. Donc, rendez-vous à Gérard Loquel. Demain à 19h à l'espace Gérard Loquel. Et rendez-vous demain à partir de 8h. Sportif à l'ex-mai de convenance. Pas demain, samedi. Samedi, et c'est vrai. Pour moi, encore trop vite. Donc samedi. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et on enchaîne, puisque samedi dernier, le stade Jean Nafer de Petit-Bourg a accueilli sa première rencontre officielle depuis sa création. De nouveaux équipements auxquels l'équipe d'Arsenal n'est pas encore habituée, ce qui pourrait éventuellement expliquer leur défaite à domicile. Ils se sont inclinés face à leurs adversaires de la JSVH. Regardez. Le public a répondu à notre appel, donc c'est très intéressant. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à Petit, qu'on n'avait pas de public. Donc le public est là, j'espère qu'ils vont continuer à venir pour nous voir jouer et nous encourager. Bon, on n'a pas pu gagner aujourd'hui, bon, je pense que les garçons, bon, peut-être par rapport au public, le stress, ils ont un peu de pression. Mais je pense que ça ira. Les prochains matchs, bon, je pense qu'on va gagner. Ils ont du mal à s'habituer avec cette police-là parce qu'on n'a pas encore bien pu s'entraîner dessus. Donc on commence à s'habituer. Bon, je pense que les prochains matchs, ça ira. Effectivement, la première rencontre officielle après la réfection du stade municipal de Petit-Bourg, le stade Jean Nafer, qui a vu effectivement l'installation d'une pelouse synthétique. Et aujourd'hui, c'était un premier match officiel comptant pour la 7e journée entre l'Arsenal et la JSVH. On a assisté à une belle rencontre qui s'est soldée par un match nul. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, bon, les joueurs sont très satisfaits de l'équipement qui leur a été mis à disposition. Et on a vu une belle prestation. Et on souhaite effectivement que les prochains matchs, eh bien, on ait également de si bons moments à vivre à Petit-Bourg. Les bons joueurs vont te dire que non, les autres vont te dire que oui. Ben, pour le moment, on a ça, il faut s'habituer. C'est vrai qu'au niveau du climat, c'est plus intéressant de traiter un terrain synthétique qu'un terrain d'herbe qui est piétiné à longueur de journée. Donc, si tu as un taux de piétinement de 80% dans une semaine, c'est compliqué d'avoir une bonne pelouse. Si on avait une pelouse sans piétinement, donc ça serait l'idéal. Donc, on n'aurait pas recours au synthétique. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'entretenir les pelouses parce qu'on a les écoles, les clubs dessus. On n'a pas beaucoup de terrain à Petit-Bourg, donc on fait avec. Se rééquiper, pas vraiment. Ce sont les mêmes chaussures qu'on joue avec un terrain synthétique comme un terrain normal. La seule problématique, c'est retrouver les appuis. Donc, il faut avoir de bons appuis. Donc, s'entraîner dessus, s'habituer au rebond du ballon, s'habituer aux appuis et tout va bien se passer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.